Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Je vous raconte l'enquête sur l'assassinat en 1955 à La Chaussée-Thirancourt, en Picardie, d'une jeune Anglaise qui s'appelait Janet Marshall. Une affaire qui sans doute aurait été complètement oubliée si en 2015, le maire de La Chaussée-Thirancourt, André Céé, ne l'avait pas exhumée dans un livre paru dans une petite maison d'édition qui s'appelle Racine Calcéenne, l'affaire Miss Janet Marshall. Il sera là, tout à l'heure. Cette enquête marque une grande première. Pour la première fois en France, on va utiliser un portrait robot pour retrouver l'assassin. Elle met aussi en scène un inspecteur de police de légende, l'inspecteur Henri Vanache, qu'on appelait le Maigret du Nord. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Nous voilà à la fin du mois d'août 1955, en Picardie, à 15 km d'Amiens, sur un petit chemin qui mène au marais de la Chaussée-Thirancourt. On est fin août, et donc on est à la fin des grandes vacances, et il y a là une bande de jeunes qui ricanent un peu bêtement. Je vous explique ce qui préoccupe ces boutonneux. 2 ados de la bande sortent ensemble. Ils sont allés se galocher dans les forêts, et donc les autres, un peu voyeurs et surtout très jaloux, veulent essayer de les mater. Ils sont là, ils furettent à droite à gauche, et il y en a une qui dit « Là, derrière les fourrés, là, je suis certain qu'ils sont là. » Et la gamine entre rigolarde dans le fourré, et on l'entend hurler. Elle vient de tomber au milieu des ronces et des orties, sur le corps d'une jeune femme, un corps déjà infesté d'insectes. La petite bande prévient immédiatement les gendarmes, ils débarquent dans l'heure. La morte repose sur le dos. Elle a le bras droit replié derrière la tête. Son corsage est remonté sur sa poitrine, et c'est un meurtre, c'est sûr, parce qu'elle a une plaie à la tête et des traces très visibles d'étranglement au niveau du cou. Et un peu plus loin, contre un arbuste, les gendarmes trouvent un vélo vert, genre mi-course, avec sur le porte-bagages une roue de secours, et accrochée à cette roue, une étiquette. Miss Janet Marshall, chez Mère Auberge, 49 avenue de la Porte de Châtillon, Paris 14e. À l'entour, il n'y a aucun bagage. Ça doit être une touriste, non? Hein, qu'est-ce qu'on pense? Une touriste qui, pour une raison inconnue, aurait pris ce chemin depuis la route nationale 35 et qui se serait faite agresser et dérober ses affaires. En fouillant les buissons à quelques mètres du corps, les gendarmes trouvent un bout de bois, genre matraque, maculé de sang. La nouvelle, évidemment, fait très vite le tour de la Chaussée-Thirancourt, et les habitants commencent à rappliquer de tous les côtés. Cette femme, ici personne ne la connaît, mais chacun a son avis, bien sûr. Oh, c'est quelqu'un de par chez nous qu'on fait ça. Faut connaître le coin pour aller se fourrer dans ce chemin-là. Oh. Ah bon, tu crois? Ah, moi, je vois plus un vagabond. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a de plus en plus dans le coin. Hein. Finalement, c'est la police, la brigade mobile de la police judiciaire de Lille, qui hérite de cette enquête. Et assez vite, elle met un nom sur ce cadavre. Il correspond au nom sur l'étiquette accrochée à la roue de secours. Janet Marshall, une Anglaise, une institutrice de Nottingham, âgée d'à peine 30 ans. Elle passait ses vacances à sillonner les routes de France à vélo. Du coup, l'affaire fait les gros titres de la presse française et anglaise. Une Anglaise assassinée dans les marais de Picardie en 1955. Ça fait sensation. Et ça pousse la PJ de Lille à mobiliser les grands moyens. 3 commissaires sur la même enquête. Gratien, Castellan et Chabot. C'est pas courant, ça. Sans compter le soutien apporté par Scotland Yard. C'est par la police anglaise qui a interrogé la famille qu'on apprend que Janet était célibataire, que c'était une fille sociable et curieuse, toujours partante pour faire de nouvelles rencontres,
qu'elle est arrivée au Touquet début juillet, qu'au fil de son périple, elle est passée par Rocamadour, par Lascaux, par les châteaux de la Loire, par Orléans et par Fontainebleau. Et que là, elle venait de boucler la boucle, c'était la fin de son périple. Elle devait prendre un avion au Touquet pour rentrer en Angleterre la veille de la découverte de son cadavre. Sur qui est-elle tombée, la pauvre gamine? Un gars du coin? Vraiment? Assez vite, il apparaît qu'elle a passé sa dernière nuit dans une auberge de jeunesse d'Amiens. Les policiers vont voir le directeur. « Ah oui, oui, je vous confirme qu'elle a dormi là. » « À quelle heure est-elle partie ?»« Oh, je dirais vers 9h moins le quart, sur son vélo, quoi. »« Elle était seule ?»« Ah non, quand elle a quitté l'auberge, il y avait d'autres jeunes Anglais avec elle. Ils sont partis ensemble, quoi. » Ah, intéressant. Ça n'est peut-être pas un gars du coin qui a fait le coup. C'est peut-être un crime entre roast-beef. Du coup, les policiers lancent un appel à témoins, ils cherchent les cyclistes qui l'accompagnaient le matin du 26 août. En attendant, l'autopsie a lieu sous le préau de l'école communale de la Chaussée-Thirancourt. Heureusement, les élèves sont en vacances, mais les gens du village viennent s'agglutiner devant la clôture de la cour de récréation pour assister au spectacle. Alors que dit le légiste? Alors, cette demoiselle a été frappée à la tête, avec un objet contondant. Et puis elle a été étranglée avec une corde ou un foulard. Quoi qu'il en soit, elle a le larynx broyé. Avez-vous une idée de l'heure de la mort, docteur? Eh bien, à l'examen de son bol alimentaire, je dirais qu'elle est morte vers 10h du matin, le 26. Question importante, docteur. Est-ce qu'elle a été violée? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Sans pouvoir en être sûr à 100%, compte tenu de la décomposition du corps, mais non, je ne pense pas. Comme Janet Marshall était de confession anglicane, la règle est qu'elle doit être enterrée là où elle a perdu la vie. Et donc en France, à la Chaussée-Thirancourt. Elle est inhumée le lendemain de l'autopsie, en début d'après-midi, au vieux cimetière. 4 habitants de la Chaussée-Thirancourt portent le cercueil. Ils le déposent dans un caveau provisoire. Plus tard, elle sera enterrée auprès de 3 soldats anglais morts pendant la Grande Guerre. Personne ne la connaissait. Mais beaucoup de gens du village sont là, par compassion et par curiosité. Il y a pas mal de journalistes aussi, et des policiers dans tous les coins, à la recherche de comportements suspects. Au fil de l'enquête, il s'avère que beaucoup de gens, ont vu Miss Marshall le matin du 26. Avec sa roue de secours accrochée à son porte-bagages, il faut dire qu'elle ne passait pas inaperçue. Un garde-barrière, notamment, l'a vue au passage à niveau de Piquigny, à quelques kilomètres donc de l'endroit où on a retrouvé son corps. Et il dit, comme la plupart des témoins, qu'il y avait pas loin d'elle d'autres cyclistes. Certains disent qu'ils étaient un peu devant, d'autres un peu derrière, d'autres encore qu'ils étaient à son niveau. Visiblement, ça bougeait dans le peloton, mais elle n'était pas seule. Il y a aussi le garde champêtre de Bellois-sur-Saône. Lui, il raconte quelque chose de très intéressant auquel les policiers, débordés par la masse des témoignages qu'ils reçoivent, ne prêtent pas attention tout de suite. Je sais pas si ça peut vous être utile, mais le 23 août, on a retrouvé un vélomoteur en panne posé contre la grille du cimetière. Ce vélomoteur, il appartenait à un certain monsieur Galazzi, qui vit en région parisienne. Il se l'était fait voler, quelques jours avant, à Montfermeil. À part ça, du classique. La PJ convoque à la mairie pour interrogatoire tous les hommes du coin de plus de 16 ans. Ils sont interrogés un par les inspecteurs. Ça ne donne rien.
Classique aussi, le commissaire Chabot organise une battue dans les marais. Elle mobilise le 31 août 1955 132 gardes mobiles, casqués et armés. Bon, écoutez-moi. Vous allez descendre la rue et vous déployer le long de la rivière jusqu'au virage vers Piquigny. Et ensuite, à mon ordre, vous allez marcher en ligne. Vous vérifierez chaque buisson. Vous ratissez tout sur votre passage. Vous relevez tout ce qui peut être un indice. Vous vous arrêtez ensuite au chemin des Bruins. À mon commandement, tous en file indienne. Avancez. La battue dure 3 heures dans les brumes des marais. Et au final, rien. Pas la queue d'un indice. Assez vite, on arrête un gars du coin, un colosse, en cavale dans des affaires de cambriolage. Une vingtaine de policiers lui sautent dessus alors qu'il est en train de pêcher dans la Somme. Il est placé en garde à vue, il est interrogé, mais saisi a un alibi en béton. Il repart donc sans être inquiété. Vous voulez que je vous dise ? Les flics de l'APJ qui subissent une grosse pression venue d'Angleterre sont absolument désespérés. C'est là que le commissaire Chabot a une idée. Et si on mettait Vanache sur le coup ? Il est doué, Vanache, hein ? Il fera peut-être des miracles, non ? L'inspecteur Henri Vanache, que certains appellent le Maigret du Nord. Et c'est vrai qu'il a résolu pas mal d'affaires ces derniers temps. Le problème, c'est qu'il est en vacances avec Bobonne. Mais Chabot n'en a rien à faire. Il va le chercher. Vanache, c'est la merde, hein ? C'est la merde et on a besoin de vous. Pour mettre au trou le meurtrier de la jeune Anglaise. Vous êtes l'homme de la situation, Vanache. Vous avez la baraka en ce moment. La baraka si on veut. Je vous rappelle que je vais bientôt passer le concours de commissaire. Coffrez-moi ce type, Vanache. Et je peux vous garantir que vous serez commissaire sans passer le concours. Chabot a su trouver les mots. Henri Vanache accepte de renoncer à ses vacances. Vanache rentre de vacances, il dépose maman à la maison, et il débarque à la Chaussée-Thirancourt avec sa caravane, figurez-vous. Si. Et là, il procède comme Maigret à la télé. C'est-à-dire qu'il va sur les lieux du crime et il s'en imprègne. Et après, il marche sur la route nationale 35 en flairant comme un chien de chasse. Et puis, il interroge un par un tous les bonhommes du coin. Et il ne se gêne pas pour leur poser des questions osées. C'est sa méthode, la méthode Vanache. Comment tu fais l'amour à ta femme, toi ? Qu'est-ce qui l'excite, ta femme ? Aujourd'hui, ça serait impensable. Mais en 1955, ça passe. Et il fait ça pour les déstabiliser, bien sûr. Il pose aussi des questions comme « Dis-moi, comment tu tues une poule ? » Bon, avec un couteau. Ah ouais ? Et pour une poule de luxe, tu fais comment ? Il marque à ce point les esprits que dans tout le canton, dans les cours de récré, on joue à l'inspecteur Vanache. Véridique. Pendant ce temps-là, ses collègues doivent faire le tri dans les témoignages. Parce que il y en a qui, pour faire leur intéressant, racontent n'importe quoi. Un Anglais, par exemple, dit qu'il a vu Miss Marshall parler à une vieille dame au fameux passage à niveau de Piquigny. Ah bon ? Et vous étiez où ? J'étais dans le train. Dans le Paris-Boulogne. Le Paris-Boulogne qui va à 100 km/h ? C'est possible, ça ? On envoie un inspecteur dans le train vérifier si on voit quelque chose. Et c'est no. Ça va trop vite. On ne voit rien. À la mi-octobre, c'est-à-dire 1 mois et demi après le meurtre, l'inspecteur Vanache a interrogé 527 hommes de la Chaussée-Thirancourt et de ses alentours.
et il en arrive à une conclusion. Moi, ce sont tous de braves paysans. Pour moi, c'est pas un gars du coin, hein. C'est un type qui vient de l'extérieur. Il a peut-être vécu ici, mais il n'habite pas ici. D'autant que plusieurs témoins parlent d'un type étrange, qui traînait dans le coin à l'époque. Un type sur un vélo rouge, avec une veste en velours côtelé. En plein mois d'août, le velours côtelé, ça ne s'oublie pas. Et ce que disent les gens, c'est qu'il n'avait pas la tête du gars qu'on invite à prendre un café. Le visage buriné, une peau très ridée, et 3 doigts en moins à la main gauche. Une vraie tête de coupable. Germaine Claveau, par exemple, la factrice, l'a vu. Oh, je dirais que c'était le 21 août. Je montais la côte de l'abbaye du Gard. Et je croise ce gars, bizarre, qui me demande si tout va bien. Oh, il m'affiche une de ses frousses. J'ai filé à la gendarmerie pour le signaler. Mais les gendarmes m'ont pas pris au sérieux. Et ils m'ont envoyé promener, quoi. Et les gendarmes, évidemment, ont gardé ça pour eux. Vanache lancerait bien un nouvel appel à témoins dans le journal. Mais bon, un homme buriné avec 3 doigts en moins, et une veste en velours côtelé, est-ce que ça suffit? C'est là qu'il a l'idée de réaliser le premier portrait robot de l'histoire de la police française. En 1955, en matière de police scientifique, voilà ce que les Poulaga ont à leur disposition. D'abord, les empreintes digitales. Ça, c'est le cœur de l'enquête. On en trouve tant mieux, on n'en trouve pas dommage. Ensuite, la police dispose de relevés anthropométriques. On mesure par exemple l'épaisseur des os, pour ne pas qu'un type puisse se faire passer pour un autre. Et puis il y a la fameuse photo, de face, de 3/4 et de profil. Moyennant quoi, il y a dans les tiroirs de la police un échantillonnage complet des visages qui forment la race humaine. Petit nez, gros nez, grosses lèvres, menton en galoche, blanc, noir, basané. Si on découpe ces photos en tranches, on peut fabriquer tous les visages humains. Un certain Roger Dambron a déposé un brevet de portrait robot il y a 3 ans. Mais dans son esprit, c'était pour un jeu, pour amuser les gosses. Le commissaire Chabot dit à Vanache: « Vanache, allez voir l'inspecteur Paris, à Lille. Allez-y de ma part. Expliquez-lui votre idée. C'est un débrouillard, Paris. Je suis sûr qu'il va voir ce qu'il peut faire. » Et l'inspecteur Paris se prend au jeu. À partir de 200 photographies récupérées dans les fichiers anthropométriques et avec l'aide des témoins, il tente de reconstituer un portrait du suspect au vélo rouge. Pendant ce temps-là, Vanache poursuit son enquête. La plupart des patrons sont rentrés à Lille, mais lui et son collègue Louvet ne lâchent pas. Et ils n'ont pas intérêt parce que la presse anglaise se déchaîne. Début décembre, le Sunday Pictorial parodie Zola et publie un J'accuse en première page. Cela fait 3 mois que j'observe la police française sur les traces du meurtrier de Jeannette Marchal. J'espérais, à mon retour, calmer les esprits britanniques au sujet du crime vieux de 14 semaines. Ce que j'ai trouvé en France était l'enquête la plus inefficace, la plus brouillonne et désinvolte dont j'ai pu être le témoin dans le monde. Et v'lan, les Anglais ne loupent jamais une occasion de charrier les Français. Le 4 décembre, un jeune militaire en permission se présente à la gendarmerie. Voilà. J'étais en train de me balader dans le bois d'Iseux et j'ai trouvé des vêtements. Et je crois bien qu'ils appartiennent à la pauvre Miss Marshall. Les policiers vont tout de suite sur place. C'est à 2 kilomètres de l'endroit où on a retrouvé le corps. Et ce sont bien ses vêtements. Il manque juste sa montre, son appareil photo et son argent. Mais pour le reste, tout y est.
Son sac tyrolien, sa robe, son imperméable, son pipeau, son passeport. Ça colle avec la liste envoyée par Scotland Yard. Et il y a aussi une pompe à vélo qui n'est... Vanache fait des photos et il va faire le tour du village avec ses clichés. Et c'est comme ça qu'il identifie le propriétaire de la pompe à vélo, un certain Michel Vacavant. On lui a volé son vélo en août dernier, il l'a retrouvé abandonné quelque temps plus tard, mais sans sa pompe. Il a dû en racheter une. Comment sa pompe s'est-elle retrouvée près des affaires de Miss Marshall ? C'est là que Vanache a un déclic un peu tardif. Il exhume le témoignage du garde champêtre de Bellois-sur-Somme. Vous vous souvenez ? Celui qui avait parlé d'un vélomoteur volé retrouvé posé sur la grille du cimetière. Un vélomoteur volé à Montfermeil en région parisienne. Vanache appelle le chef de poste de Gagny, près de Paris. « Dites-moi, inspecteur Vanache à l'appareil. Je vous appelle au sujet du vélomoteur qu'on a retrouvé à Bellois, en août dernier. Vous pourriez me dire s'il était équipé d'une pompe quand il a été volé ? Attendez, je vérifie. Affirmatif. Oui, il était bien équipé d'une pompe, une Duraluminadoc. Mais elle n'était pas dessus quand on a retrouvé le vélomoteur. C'est tout bête, cette histoire de pompe. Mais c'est bien intéressant. Ça veut peut-être dire que le voleur du vélomoteur est le même que le voleur du vélo, et que derrière se cache possiblement le tueur. Ça tombe bien, on est mi-décembre et le portrait robot est enfin prêt. Il présente un homme au crâne dégarni sur le devant, avec le nez épaté, des sourcils épais et une cicatrice sur la joue gauche. Les policiers diffusent le portrait. « Bon, dites-moi, on recherche un type qui ressemble à ce gars-là. Là. Ça se pourrait bien qu'il soit le tueur de Jeannette Marshall. Bon, alors si vous croisez une trombine de ce genre-là, vous nous faites signe, quoi. » Et les policiers ajoutent « Ah oui, oui, et il lui manque 3 doigts. 3 doigts à la main gauche. » Et le 27 décembre, le chef de poste de Gagny, en région parisienne, là où le vélomoteur a été volé, appelle Vanache. « Votre histoire de type amputé à la main gauche, là, ça me rappelle quelque chose. » « Ah oui ? Et dites-moi quoi ? » Il n'y a pas très longtemps, on a eu une affaire étrange chez nous. Une 4 cheveux Renault et un vélomoteur qui se sont rentrés dedans. Le type sur la bécane était sonné, mais il s'est enfui. Et on a vite compris pourquoi. Le vélomoteur, il l'avait volé. D'accord, mais en quoi est-ce que c'est censé m'intéresser tout ça ? Le type en question, là, le conducteur de la 4 chevaux a eu le temps de bien le voir. Et il a dit qu'il lui manquait des doigts à la main gauche. Ah, et ce gars-là, vous avez une piste pour le retrouver ? Eh bien justement, sur la plaque du vélomoteur, il y avait un nom. Et c'était pas celui du propriétaire. Il y avait écrit Robert Avril. Robert Avril. Est-ce que c'était vraiment le nom du type qui conduisait cette mobilette ? Si ça se trouve, la plaque est bidon et on risque de perdre beaucoup de temps. Mais coup de chance, il y a un Robert Avril dans les fichiers de la police. Vanache se fait remonter sa fiche. Ouh là là, le type a 43 ans et ça n'est pas du tout ce qu'on appelle un enfant de cœur. D'abord voleur, mais surtout violeur, condamné pour viol au pluriel aux travaux forcés, sorti de prison en juillet dernier. Dans son dossier, il y a sa photo anthropométrique. La ressemblance avec le portrait robot est saisissante. Alors maintenant, faut le retrouver, ce Robert Avril. Son dernier domicile connu était la prison de Meaux. Vanache va voir les surveillants. Est-ce qu'il y a des gens qui lui rendaient visite ?
Je sais pas, moi, de la famille, des amis, enfin quelqu'un, quoi. Ah non, non, non. Ah non, jamais aucune visite, jamais. Maintenant que j'y pense, Avril correspondait avec une donzelle. Un truc genre courrier du cœur, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous voulez, je peux tenter de vous trouver son adresse à cette donzelle. On doit l'avoir dans nos registres. La fille habite dans la Somme, et elle raconte tout ce qu'elle sait aux policiers qui viennent la voir. On s'écrivait beaucoup avec Robert. Quand il était en prison, c'est vrai que j'avais le béguin pour lui. Mais quand il est sorti, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il m'attirait plus du tout. Tenez, il m'a donné l'adresse de sa sœur, à Sucy-en-Brie, au cas où je voudrais le revoir. Je pense que vous pourrez le trouver là-bas, quoi. Le 7 janvier, Vanache et ses hommes débarquent à Sucy-en-Brie. Ils frappent, et c'est un homme qui leur ouvre. Un homme avec le front dégarni et les joues très ridées. Le portrait robot. Quand il voit les flics, il se met à suer, à grosses gouttes. « Vous êtes Robert Avril ?»« Ouais, c'est moi. » Vanache brandit sa carte de police et il l'embarque en garde à vue. Mais avant, il fouille sa maison. Et il tombe sur l'appareil photo de Miss Marshall. Et sur un paquet de rustines de marque anglaise. Avril va avoir du mal à nier. Pourtant, en garde à vue, il reconnaît qu'il a volé les vélomoteurs, mais le meurtre de Miss Marshall, ça c'est non. J'ai rien à voir avec ça, moi. Rien. Je vais même vous dire, je savais que vous alliez me soupçonner un jour ou l'autre. Si j'avais fait quelque chose, je me serais fait la malle. Les inspecteurs le cuisinent pendant 40 heures. Et à la 40e heure, il flanche. Bon. D'accord, oui, c'est moi. J'ai eu un coup de folie. Je l'ai vu prendre le chemin des Bruas. Je sais pas pourquoi je l'ai suivi. Elle s'est arrêtée pour faire une pause. Quand je suis passé devant elle, je lui ai dit « Vous êtes belle, mademoiselle ?» Elle m'a souri. Continuez. Je me suis approché. J'ai essayé de la prendre dans mes bras, mais elle s'est mise à se débattre et à crier. Alors j'ai eu peur, quoi. Et je l'ai étranglée avec une cordelette que j'avais dans ma poche. Ce que j'ai fait, c'est ignoble. Je regrette. Je regrette profondément. Le 11 janvier 1956, Robert Avril est inculpé pour le meurtre de Miss Marshall. Et dans la foulée, la presse anglaise fait de l'inspecteur Vanache son héros. Ce qui, entre nous, n'est pas pour lui déplaire. Le lendemain des aveux, le juge organise une reconstitution sur place, dans le Marais, en présence d'un millier de Pékins venus dans l'espoir de voir quelque chose. Quand Robert Avril arrive avec son avocat, maître Marcepoil, ils se mettent à hurler. « À mort ! À la guillotine !» Sur place, Robert Avril refait les gestes, tous les gestes. Comment il s'est approché de Miss Marshall, comment il a passé une corde autour de son cou, et comment il l'a tuée. Mais il y a deux gestes qu'il refuse absolument de refaire. Il dit qu'il ne l'a pas frappée avec une matraque. Et surtout, il dit qu'il ne l'a pas violée. Et donc, ça désolé, il ne veut pas le rejouer. La prochaine étape, c'est le procès, la cour d'assises, devant laquelle il faut dire les choses. Il risque la peine de mort. Mais avant ça, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous parle de l'enfance de Robert Avril, parce que ça va peser dans ce procès.
Robert Avril est né en 1912 dans les Ardennes. Sa mère est morte de la tuberculose quand il avait 6 ans. Et l'année d'après, son père a été envoyé en prison pour viol. Et ensuite, il s'est suicidé. Comment voulez-vous que ce gamin se soit construit tout droit? Et c'est pas tout. Vous vous êtes demandé pourquoi il lui manquait 3 doigts? Eh bien parce qu'à l'âge de 7 ans, jeune orphelin, il joue avec une munition de la guerre de 14. Elle lui explose dans les mains. Et la suite n'est qu'errance et vagabondage. Pendant la guerre, à l'été 1944, il a violé plusieurs femmes. Il a été condamné aux travaux forcés. Il a passé 10 ans en tôle. Et donc il est sorti au mois de juillet dernier. Voilà le tableau. Orphelin, fils de violeur, violeur lui-même. Le procès de Robert Avril s'ouvre le 2 mai 1958 devant la cour d'assises de la Somme, c'est-à-dire 3 ans après le meurtre de Miss Marshall. Je le redis, l'enjeu de ce procès est la peine de mort. Dès le début, Robert Avril revient sur ses aveux. Moi, je l'ai juste étranglé. Enfin, un peu, quoi. Mais quand je l'ai laissée, elle respirait encore. Et après, c'est les inspecteurs, ils m'ont forcé à avouer n'importe quoi. Du coup, Vanache est obligé de venir se défendre à la barre. C'était un interrogatoire, disons, plus moral qu'agressif. Nous étions des hommes qui parlaient à un autre homme. Et il m'a dit qu'après s'être libéré, il se sentait soulagé. Et on raconte aussi son enfance douloureuse. Et ça lui vaut les circonstances atténuantes. Ce qui veut dire qu'il échappe à la peine de mort après 5 jours de procès. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Dix ans plus tard, en juillet 1968, dans la foulée des événements de mai, il bénéficie d'une grâce présidentielle. Sa peine est réduite à 20 ans de réclusion criminelle. Et là, par le jeu des remises de peine automatiques, Robert Avril est libéré en juin 1971, après 15 années de prison. Il a fini sa vie en tant que palefrenier, dans un petit village d'Eure-et-Loir, où il est mort en 1994, à l'âge de 82 ans, adoré par ses voisins, semble-t-il. Figurez-vous que le jour de son inhumation, ils ont procédé à un lâcher de colombes. Voilà donc pour cette histoire, et on va revenir sur cette scène de fin, sur ce lâcher de colombe avec mon invité qui s'appelle donc André C, sans lequel je n'aurais pas pu vous raconter un mot de cette histoire, puisque je la tire tout droit de son livre, publié aux éditions Racine Calcéenne, L'affaire Miss Janet Marshall, livre que vous trouverez à acheter sur Internet. Il est là, donc André C. Vous avez été, je le précise, maire de la Chaussée-Thirancourt pendant 3 mandats, élu local pendant 31 ans. C'est votre village, vous y êtes né, vous y avez grandi. Et la vérité, c'est que cette histoire, vous l'avez vécue de près enfant. Oui, cette histoire, je l'ai vécue de tout près, puisque j'habitais rue du Marais. Donc à 2 pas de la scène où on a retrouvé Miss Janet Marshall. Et si j'osais, je dirais que cette histoire, elle a marqué ma vie. Elle a marqué mes peurs, mes angoisses pour le restant de ma vie. Quand on est gamin, quand on a 7-8 ans, qu'on est maladif, qu'on est chétif, qu'on ne va pas à l'école, qu'on reste à la maison et que l'on voit des gendarmes, des journalistes, des radioreporters. C'était la première fois de ma vie que je voyais une caméra. Eh bien, ça vous impressionne. Et puis ce qui vous touche le plus, ce sont les témoignages des adultes. Il faut se méfier de la parole des adultes, et encore maintenant, il faudrait s'en méfier. Ça se manifeste comment, ça, à l'époque, pour vous? Je suis jeune, je suis chez moi, et à la maison, les voisins viennent, se rassemblent, et puis ils parlent. Ils parlent en disant « Oh,
ils sont pas près de l'arrêter, il est dans les marais c'est grand, il va se cacher dans une hutte, mais un soir il va venir nous demander à manger, et puis là il va nous terroriser. Alors pour un enfant de 7-8 ans, c'est une histoire qui vous marque. C'est un trauma, quoi. Oui, d'autant plus que, pour parfaire les choses, on fait l'autopsie dans le préau de notre école, l'école où on allait se rendre quelque temps après. Ça, ça paraît impensable. Maintenant, ça ne se ferait plus. Mais quand vous retournez à l'école et que vous voyez des traces, le vélo qui était resté, enfin, il y avait plein d'objets qui faisaient penser à ce crime odieux, eh bien, vous réagissez mal. Vous ne dormez pas bien la nuit. Vous faites des cauchemars. Et pour me libérer de tout ça, eh bien, j'ai toute ma vie recherché des documents. D'abord, quand on était abonné au Courrier Picard, et on l'est toujours. Vous avez gardé les articles de l'époque. J'ai tout gardé, aussi bien Paris Match, France Soir, tous les journaux de l'époque, dont celui qui était au niveau photographique le meilleur, c'était Détective. Détective a fait des photos extraordinaires. Et ils ont encore toutes ces photos dans leurs archives. Et quand je leur ai demandé au directeur de Détective de me les vendre pour mon ouvrage, il m'a dit, vous êtes une association à but non lucratif, vous réalisez des choses pour le bien de tous, je vous les donne. Donc cette histoire vous hante, ces photos. Cette histoire nourrit une forme de dépression, d'après ce que j'entends, quelque chose qui vous poursuit au fond, et à un moment donné vous vous dites, il faut que j'aille au bout de ce truc-là, il faut que je reconstitue toute cette enquête et que j'en fasse un livre, c'est ça, hein? Voilà, c'est tout à fait ça. Tout au long de ma vie d'adolescent, après de jeune adulte, après d'ancien, j'ai rencontré les témoins de l'époque. Tout à l'heure, vous parliez de Madame Clabot, J'ai pas donné tous les noms, moi, parce que... Non, pas tous les noms. Mais tous ces gens-là, je les ai vus. Je leur ai demandé leur avis. Parce que c'est beaucoup plus facile de parler de vive voix avec des gens, des témoins de l'époque. J'ai rencontré le témoin qui vit encore, d'ailleurs, qui a trouvé les affaires de Miss Marshall dans le bois d'Iseux, alors que ce bois avait été ratissé à de nombreuses reprises. J'ai rencontré la personne à qui on a volé pour la première fois le vélo. Il habite encore à Saint-Sauveur, un petit village à côté, William Blanc-Durel. Il m'a raconté comment son vélo avait été volé et puis qu'il avait retrouvé et comment les gendarmes après sont allés à l'école sans prendre de gants en lui disant mais qu'est-ce que tu faisais là, ce vélo-là c'est le vélo de l'assassin, tu le connais, enfin il m'a même avoué. Et alors la tombe, André, c'est alors la tombe elle existe toujours? Alors figurez-vous que quand j'étais petit, on allait au cimetière souvent avec maman et on allait toujours se recueillir sur la tombe de Jeannette, parce qu'en plus on l'aime bien, Jeannette, dans notre village. Jeannette, c'est une enfant... Le maire de l'époque était un humaniste. L'a déclarée enfant du village. Donc, elle est devenue une fille de la Chaussée-Thérancourt. Donc, la tombe est toujours là? Alors, elle a été, dans un premier temps, inhumée près de 3 soldats anglais. Et puis, les soldats anglais, après, ont été rapatriés à Vimille, dans le Pas-de-Calais. Elle est restée toute seule. Et sa tombe s'est dégradée. En vérité, ce n'était qu'un entourage en bois, avec une croix en bois, où c'était marqué Jeannette Marshall, 28 Auguste 55. Et la première action en tant que jeune mère, a été de lui refaire une tombe avec les moyens du bord, en parpaing, en béton, etc., pour que au moins elle restât visible. Parce que il faut que je vous dise qu'elle est toujours fleurie. Sa tombe est toujours fleurie. Par les gens du village. Par les gens du village ou d'ailleurs, je sais pas. Hein. Quand j'ai fait le livre, qui s'est vendu admirablement bien, on lui a refait une tombe, là, qui nous a coûté 3 600 €, vraiment une jolie tombe. On a invité les autorités civiles et militaires, on a invité sa famille, qui est venue spécialement d'Angleterre, et qui a découvert une jolie tombe en granit gris, magnifique. Les gens ont été heureux, les enfants des écoles sont venus autour de la tombe, ont chanté God Save the Queen, la Marseillaise après, il y avait des petits drapeaux français, anglais, c'était une journée mémorable. C'était en 2015, pour fêter les 60 ans
de son décès. De la mort de Janet. Il faut qu'on parle de Robert Avril. Moi, ce qui m'étonne beaucoup dans votre livre, c'est que vous nous l'avez dit juste avant la pause. Vous avez été touché par l'histoire de Janet, dont vous avez rénové avec les habitants du village la tombe, mais j'ai le sentiment que vous avez aussi été touché par le destin et l'histoire de Robert Avril. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Il y a un paradoxe dans cette histoire. On adore Jeannette. Elle est vénérée, mais on a un sentiment aussi profond en faveur de Robert Avril. Vous êtes touché par son enfance, son histoire, c'est ça? Alors ça, c'est indéniable. Il a une enfance que personne ne mérite. C'est un pauvre gamin, c'est une victime en vérité. C'est le coupable idéal, entre parenthèses. C'est le coupable idéal. Parce que pour vous, enfin, il n'est pas certain que Robert Avril soit l'assassin de Jeannette Marshall. Disons les choses. Vous n'en êtes pas convaincu à 100%. Moi, je peux pas. Il a été jugé. Il a avoué. Il a été jugé coupable. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, au bout d'un procès de 5 jours, le délibéré s'est fait en 40 minutes. Oui, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, on c'est un peu court, mais bon. Mais le jour de la reconstitution, il y avait environ 1000 personnes. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, ça s'est fait du bouche à oreille. Les gens étaient là, ils étaient partagés. Du départ, ils sont partagés. En disant à mort, mais d'un autre côté, ils disent oh, c'est pas lui, ça peut pas être lui. En fait, tout de même, on trouve, André, on trouve chez lui l'appareil photo de Miss Marshall. Oui. On trouve des rustines anglaises chez lui qui n'ont rien à y faire. Ça, c'est indéniable. Il l'a volé. Il y a aucun problème. Il l'a sûrement étranglé. Mais pour les gens du village, vous empêcherez pas de parler. Vous savez ce que c'est que la rumeur, Jeannette est assassinée le vendredi matin à 10h. On retrouve son corps que le dimanche après-midi, par hasard, alors que des dizaines de personnes sont passées dans ce petit chemin. Des chasseurs, des pêcheurs, des promeneurs, des gens avec des chiens. Et on la retrouve que par hasard, en cherchant des amoureux. Comme on retrouvera par hasard son sac dans le bois d'Iseux. Alors ça parle en faveur de Robert Avril. Et entre parenthèses, Robert Avril, je vais vous dire, j'ai parlé avec la dame qui tenait le café de la chaussée Tirancourt. À chaque fois qu'il venait pour une reconstitution, pour un supplément d'enquête, les gendarmes s'arrêtaient au café. On l'a jamais vu menotter, Robert Avril. On l'a jamais vu menotter. Et un jour, il prend l'idée de ne pas descendre, de rester dans le fourgon. Alors la tenancière du café dit « Il n'est pas venu, Robert !» « Ouais, je sais pas ce qu'il a, il fait la tête. Je vais aller le chercher. » Elle va le chercher, il boit un café, il s'en va. Il s'en va. Il y a une piste qui reste. Pour aller dans votre sens, bien que beaucoup d'éléments semblent indiquer que c'est lui, mais pour aller dans votre sens, il y a une piste qui reste en l'air tout de même, c'est celle des cyclistes anglais. Beaucoup de gens décrivent ces cyclistes roulant avec Janet Marshall devant, à son niveau, derrière, et puis tout d'un coup on n'en parle plus. Alors on n'en parle plus parce qu'ils n'ont jamais été interrogés. Ils n'ont jamais été interrogés. La police anglaise n'a pas joué le jeu et ils n'ont jamais été convoqués par la police française, et ça a été un fiasco à ce niveau-là. Il fallait absolument trouver un assassin le plus rapidement possible, parce que il ne vous a pas échappé que cette affaire Jeannette Marshall vient 2 ans après l'affaire Dominici. C'est à peu près les mêmes conditions. Jeannette est institutrice, elle habite Nottingham, comme les Drummond qui ont été assassinés à l'URSS, tout comme les Drummond. Elle faisait partie de l'intelligence service britannique à la recherche de savants allemands, nazis plutôt, de savants nazis afin de créer les V1 et les V2. Enfin, dès le début, l'affaire est bizarre. Et on va pas aller plus avant parce qu'on n'a pas le temps. On va pas aller plus avant, mais pour revenir à Robert Avril, j'ai recherché sa trace. J'ai passé du temps parce que et puis un jour, j'ai écrit à la mairie de Poitéron, là où il était né, le 11 décembre 1912, et ils m'ont envoyé son acte de décès. À partir de ce moment-là, j'ai su où il était mort. Et où il avait vécu, donc? Oui, à l'hôpital où il était décédé, j'ai eu la chance de tomber sur un garçon de laboratoire extraordinaire, qui a été sensible peut-être à ma gentillesse ou à ma façon de parler, qui m'a dit, parce que sur un acte de décès, on ne dit pas où est décédée la personne, où habitait la personne décédée. Il me dit, il habitait la chapelle Forainvillers. Alors là, j'ai dit, mon fils habite à 2 pas de là, quand j'irai le voir, je m'arrêterai,
pour avoir des nouvelles de Robert Avril. Alors je vois le premier magistrat de la commune, c'est une dame qui me dit « Mais vous racontez n'importe quoi, puis vous racontez n'importe quoi. Robert a un assassin, mais c'est le président du club animation. Il fait des fêtes, il participe au 14 juillet, c'est un homme charmant. Écoutez, allez voir un petit peu la personne qui l'a hébergé pendant toutes ces années, et puis il vous en dira plus. » Alors là, je vais voir avec ma collègue ce monsieur qui me montre des photos de Noël, des fêtes de famille, des anniversaires, des communions, des baptêmes, et qui me croit pas, et moi je lui montre les coupures de presse. Alors là, c'est un homme qui tombe de haut. Il dit, mais on l'a pas connu ce Robert-là, nous. Donc comme quoi, chaque homme a droit à une rédemption, à un pardon, à tel point, c'est que, comme vous le disiez, Christophe, il n'était pas riche, il n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas de tout ça à ce moment-là. Et quand il est décédé, la population s'est cotisée pour lui offrir des obsèques dignes, à l'issue desquelles il y a eu un lâcher de colombes. Lâché des colombes. Ça paraît surréaliste, quoi. Alors bon, c'est un type de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui a volé, qui a violé, en plus qui a eu un passé pendant la guerre qui n'était pas à son avantage. Mais à la prison, il voulait pas sortir de prison. Il était bien en prison. D'abord il était à Nîmes, dans une centrale, et puis après il a fini sa peine à Caen, dans une prison douce, on va dire, hein, une centrale douce. C'est là que j'ai appris la différence entre la centrale et la maison d'arrêt. Oui. Le directeur c'est pas le même rythme et c'est pas le même confort, et effectivement il peut y avoir des centrales douces. Aujourd'hui pas beaucoup, mais peut-être à l'époque. Et Robert Avril, malgré qu'il lui manqua 3 doigts à sa main gauche, avait une habileté monstre. À la centrale de Caen, c'était lui l'homme à tout faire. Il n'avait pas de tenue de prisonnier, il était en bleu de travail. Et puis bon, il réparait les machines à coudre parce que les ouvriers faisaient des sacs, faisaient des choses. Il sortait, il rentrait comme il voulait de sa cellule. Il élevait des oiseaux, il élevait des... À tel point, c'est que d'autres l'enviaient et le prenaient pour un mouchard. Un jour, j'ai eu un coup de fil d'un de ses anciens co-détenus qui m'a annoncé comme une balance. Enfin, c'est un type peu fréquentable quand même, hein. André, on va se quitter là. J'ai bien compris que dans cette démarche, ce livre et le recensement de la totalité de cette histoire, il y avait quelque chose de très intime chez vous. Mais je voulais vous remercier quand même, parce que des types comme moi, sans des gens comme vous, on ne pourrait pas raconter d'histoire. Et j'en profite pour inviter tous ceux qui ont été témoins et qui parfois ont écrit sur un bout de table, un bout d'histoire quelque part. Je les invite à nous contacter, parce que pour nous, tout ça est très précieux. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.